C'est vraiment un honneur de pouvoir expliquer comment on en est arrivé à une loi d'usage social des biens confisqués en France. J'ai préparé beaucoup d'images pour que ça soit le plus vivant possible pour cette conférence à distance. J'enseigne moi-même à l'université, j'ai donné encore pas mal de cours sur ordinateur la semaine dernière et je vous avoue que c'est très fatigant. Donc j'ai mis beaucoup d'images, j'ai mis aussi un peu de texte au cas où les micros parfois ne fonctionnent pas. Ça va aller un petit peu vite, n'hésitez pas à me poser des questions à la suite. Et enfin, je ne suis pas le roi de l'orthographe et comme j'ai voulu absolument vous mettre plein de choses encore ce matin au dernier moment, il est possible que le français écrit ne soit pas parfait dans cette présentation. Veuillez m'en excuser à l'avance. Alors, on m'a demandé à la fois de me présenter, de présenter Crimal, de comment on est arrivé à la loi pour avoir éventuellement ces opportunités en matière de logement. Alors moi, je suis docteur en sciences politiques sur les mafias italiennes, j'ai fait ma thèse à la Sorbonne. J'ai mis beaucoup de temps pour la faire, j'ai mis une dizaine d'années, ça ne serait plus possible aujourd'hui. J'ai écrit un livre que je peux vous mettre à disposition par Drive sur comment on explique j'explique la mafia italienne, mais surtout j'explique aussi les concepts d'antimafia car il faudrait vraiment être aveugle pour étudier la mafia italienne pendant plus de 10 ans et ne pas arriver à l'antimafia. C'est-à-dire que l'Italie, c'est peut-être le pays de la mafia, mais c'est le pays qui a les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre les phénomènes criminels complexes, pour les vrais voyous, hein, pas pour la microcriminalité. Et la question qui se pose, centrale quand on lutte contre ces phénomènes criminels, corruption, blanchiment, mafia, crime organisé, c'est lorsqu'on cherche des solutions, c'est quelle place donner à la société civile. Car, qu'on le veuille ou non, ces histoires de crimes organisés, de blanchiment, tout ça, ça reste du domaine de l'État. C'est une prérogative régalienne. J'espère que ce sera toujours les magistrats et les policiers qui mettront les gens en prison, personne d'autre. Donc, nous, citoyens, alors qu'on est face à un problème culturel ou de mentalité, si vous voulez, la plupart du temps, nous avons très peu de rôle proactif face à la criminalité. Bien sûr, on peut faire des conférences, mais ne viendront que les convaincus. Bien sûr, chacun, dans sa vie au quotidien, peut faire des choses pour changer la société, ça c'est sûr. Mais souvent, en matière de lutte contre le crime organisé, nous, citoyens, on n'a pas grand-chose à faire. Alors, comme l'Italie avait déjà des milliers d'associations anti-mafia, dans l'année 2008, la plus grande association anti-mafia en Italie, Libera, a décidé, à l'aide d'un projet européen, de créer FLAIR, alors qui est un acronyme en anglais, hein, Freedom, Legality and Rights in Europe, mais l'idée, c'est de défendre les libertés, les droits fondamentaux par les citoyens contre le crime organisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors que la criminalité s'était internationalisée, ça veut dire qu'il est bon de soutenir une association de jeunes femmes roumaines qui fait de la prévention auprès des jeunes filles roumaines en leur expliquant que si elles acceptent un contrat de travail au petit bonheur la chance à Bruxelles, à Chypre ou même à Paris, elles peuvent finir dans un réseau de prostitution. Je vous fais grâce de la complexité de ce type de phénomène. Il y a des jeunes femmes qui viennent volontairement, il y en a qui viennent involontairement, mais il y en a aussi qui sont sujets à l'escroquerie, à l'incitation, etc. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de tissus associatifs à mettre en réseau en Europe pour lutter contre les phénomènes criminels. Donc, par exemple, on peut informer, on peut sensibiliser la jeunesse, on peut mettre en réseau les victimes du crime organisé, quelque chose qui est très connu en Italie, mais très très peu en France, par exemple, et surtout faire du lobbying, c'est mon dernier point, pour la confiscation des biens mal acquis, des biens criminels, et les réutiliser socialement. Alors, ça a été une obsession du mandat de Flair puis de Crimal. Ça a commencé par sensibiliser les décideurs européens en jouant à Confiscopolis, un jeu que Flair a inventé en place publique où on a fait jouer les fonctionnaires qui passaient, les politiciens qui passaient. On a rencontré des députés européens et on avait été reçu par Jacques Barrot à l'époque qui avait été très sensible.
De 2009 à 2015, en partenariat avec d'autres associations comme Libera France, qui avait une antenne en France, mais aussi Anticor, la plus grande association de lutte contre la corruption en France, on commence à faire de nombreuses conférences, on publie des papiers, on a un site internet, on signe des tribunes, on fait des articles même un petit peu plus scientifiques, par exemple avec un autre professeur d'université sur les coopératives agricoles en Italie. Mais tout ça, c'est d'essayer d'introduire dans le débat public l'utilité de la confiscation et des biens confisqués. Alors ici, le jeu Confiscopolis a été déployé dans la ville de Menton. Je ne vous cache pas que ce jeu, qui est très difficile de faire venir par fourgon en Italie, n'a pas été déployé dans toutes les villes de France. Il s'agissait d'une opportunité, comme vous pouvez le voir à la fin, au fond de cette photo où il y a une caméra de télévision, c'était France 2 qui était venue faire des images. Donc, ça valait la peine de se déplacer, de faire venir le fourgon de Turin, mais on a fait jouer des jeunes à Menton. Pour la petite histoire, les journalistes n'ont pas gardé ce passage dans le documentaire fort intéressant qu'ils ont fait sur la mafia, l'infiltration de la mafia en France. Donc, Flair a fait aussi accueilli le cinéma itinérant à Paris. Donc, on regarde un film, on débat autour de la mafia, de l'anti-mafia, des biens confisqués. Il y avait même Ettore Escola qui est parrain de cette initiative qui était présent. On peut faire des états généraux de l'anti-mafia en Italie dans un bien confisqué, mais ça veut dire que Flair amenait du public français. De la même manière que nous avons amené des magistrats, faire des universités d'été contre le crime organisé en Italie, où ces magistrats français ont pu rencontrer des militants anti-mafia, d'autres magistrats italiens à discuter. On peut faire de l'anti-mafia à l'école, donc j'ai inventé ce projet pédagogique à partir d'une bande dessinée où comment un gamin se fait entraîner dans les logiques de clan, dans les loyautés mal placées. Une bande dessinée qui parle d'un enfant italien, mais elle est en français. Elle a été testée à Meudon dans un collège, c'était très intéressant. On peut bien sûr participer, faire de la sensibilisation au collège, au lycée. Je ne vous cache pas que la plupart du temps, c'était plutôt des professeurs d'italien sensibles à l'antimafia ou qui ont maintenant au programme de parler de l'antimafia, qui invitent Flair pour sensibiliser sur l'antimafia leur jeune public. Alors, pourquoi cette obsession de la confiscation et de la réutilisation sociale? Quand même, quelques chiffres. Alors, le PowerPoint est très indigeste et je m'en excuse, mais au cas où, dans le débat, ça pourrait être intéressant d'y revenir. Sachez qu'aux dernières estimations, en Italie, il y a plus de 100 000 biens qui ont été confisqués, des biens meubles, des voitures, des bateaux, mais quand même 39 000 biens immeubles définitivement confisqués. Tout ceci pour une valeur, par exemple, de 11 milliards d'avoirs tous les 2 ans, puisque la confiscation a beaucoup augmenté ces dernières années, et 11 milliards d'avoirs que l'on calcule avec des biens immobiliers. Vous savez parfois que l'estimation, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, surtout si l'immeuble a dépéri pendant 10 ans, mais en tout cas, il y a quand même 500 millions d'euros en cash qui est confisqué aux organisations criminelles. Et en Italie, les biens immeubles, j'insiste, immeubles, les biens immobiliers ne peuvent pas être revendus. Donc, depuis 1996, il y a une loi qui permet de réutiliser, mettre à disposition des institutions ces biens immeubles. Alors, elles vont au ministère, elles vont aux collectivités territoriales, elles vont aux forces de l'ordre, aux préfectures, à la protection civile, aux pompiers, à la Croix-Rouge, y compris des voitures, de temps en temps, comme en France. Et aujourd'hui, ce sont 1000 biens qui sont gérés directement par les citoyens. C'est-à-dire, on estime, dernière émission libérale, 865 biens qui sont au service de l'économie sociale et solidaire, donc pas des ministères, pas des casernes de carabiniers, ça c'est bien, mais 461 associations, 238 coopératives, etc. Donc ça, c'est le bilan de cette loi qui nous permet d'être forts et de l'avoir défendue en France. En Italie, on ne confisque pas que des biens de marchands de sommeil, on confisque des villas extrêmement luxueuses dans les montagnes de l'Aspromonte en Calabre, on confisque des châteaux, on confisque des établissements commerciaux comme cet hôtel, comme celui-ci aussi, comme le plus grand hôtel de Palerme aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que depuis 1996 que cette loi a été implémentée en Italie, c'est vraiment, on considère que c'est l'arme fatale. Pourquoi? Parce que le bien qui a été volé a été réutilisé sur le territoire. Un territoire en géographie, c'est espace plus population. C'est un retour à l'intérêt général
Et c'est là qu'on va découvrir à quel point les citoyens sont impliqués dans la gestion de ces biens. On va le voir en image toujours avec les photos qui suivent. Avant le clan, la maison du clan Mazzaferro à Gioia Tauro, donc en Calabre, après la caserne de la gare de Philips. Mais là, le pouvoir des citoyens est, comment dire, pour le moins peu proactif, puis surtout dans ces territoires où on n'a pas toujours confiance en l'État, ne faire que des casernes ne serait pas très utile. Alors, on saisit des plages en Italie. Je vous rassure, en réalité, la plage en elle-même, le domaine public n'est pas saisi. C'est bien sûr l'exercice commercial sur la plage qui a été saisi, parce que les mafieux ils faisaient leurs réunions. Aujourd'hui, vous avez une association qui fait des projets éducatifs et sportifs pour la jeunesse. D'ailleurs, ça s'appelle une vague de liberté. Une association sportive et culturelle. À Rome, depuis des années, on a confisqué une villa qui n'était pas vraiment une villa d'un mafieux. On en a fait la maison du jazz. Celle-là même, on a fait les états généraux de l'antimafia sur une des autres photos que je vous montrais. Pourquoi cette photo est importante? Parce que ça nous a permis, nous, dans le plaidoyer, d'expliquer que, allez, même si la mafia n'existe pas en France, c'est pas très grave. On arrivera à confisquer des biens à des corrompus, à du crime organisé, et on pourra les réutiliser. Alors, il n'y a pas que le sud de l'Italie. À Milan, on a confisqué un appartement à la mafia calabraise, qui est devenu un showroom pour une marque éthique qui s'appelle Cangiari, qui veut dire changement en calabrais. Tout ça fait avec du tissu écologique, avec des personnes que l'on paye correctement, qui payent des cotisations sociales. Donc, c'est un modèle ici de développement économique. Voilà le type de photo que j'ai pu prendre sur place. Ici, vous avez une maison qui a été confisquée et qui a été redonnée à une association qui est tenue par un prêtre. Et sur les 3 étages, il y a des activités. Alors, on approche du logement, puisqu'ici, c'est une maison pour migrants, mineurs isolés. Donc, je n'ai pas pris de photo parce que c'est des mineurs. Et après, vous avez un centre d'accueil pour enfants handicapés, pour personnes handicapées. Tout ceci est d'ailleurs contenu dans un documentaire de France 2. Dans les autres activités économiques qui sont plutôt difficiles à confisquer, à réutiliser, vous avez ce paradigme qui est la coopérative du ciment, où les salariés qui étaient aux mains, entre guillemets, du boss mafieux, comme le boss mafieux a perdu l'usage de l'entreprise, la propriété de l'entreprise, ils sont mis en coopérative et aujourd'hui, ils font du ciment écolo et cette coopérative existe toujours, alors qu'elle a été confisquée en 2000 et réutilisée dans les années 2010. Alors, il y a aussi des exemples d'échecs. Je serai très rapide. Ce bâtiment, donc en Calabre, à Corigliano Calabro, c'est moi qui ai pris les photos, et en bas de la colline, là, je ne sais pas si vous voyez la petite maison rouge sur la photo en haut à droite, que j'ai pris en gros plan en bas. Bon, c'est la maison du chef mafieux, et puis la commune a été dissoute pour infiltration mafieuse, et on en a fait une école maternelle. Mais les parents n'ont pas voulu mettre leurs enfants. Alors, la commissaire qui remplaçait le maire a dit « Mais pourquoi vous ne voulez pas ?»« Oh là là, c'est loin du centre-ville. » Alors, la commissaire a dit « Mais moi, je vous mets un bus à disposition. »« Ah oui, mais le bus, c'est cher. Je vous mets le bus gratuit. » Et à la fin, alors que cette école maternelle a été inaugurée en grande pompe par le ministre de l'Éducation, le préfet, le magistrat du coin, en fait, quand j'ai été prendre les photos, en fait, elle n'était pas ouverte. Elle n'a jamais ouvert. Ça, c'est aussi la difficulté de faire des projets qui viennent d'en haut, qui peuvent être, entre guillemets, imposés à la société, qui n'a pas décidé de s'approprier le bien confisqué. A contrario, les coopératives agricoles. A contrario, sur ces terrains confisqués à la mafia en Italie, il faut créer une coopérative ad hoc exprès pour pouvoir occuper la terre. Et aujourd'hui, on a donc une série de coopératives qui donc travaillent sur des terres confisquées à la mafia depuis une dizaine d'années, qui produisent du chiffre d'affaires, les gens payent des cotisations sociales, les gens ont un salaire avec une fiche de paye et ils peuvent prendre un crédit. Donc voilà une série de photos que j'avais prises en 2016 lorsque j'avais été moi-même aidé à travailler la terre de ces terrains confisqués à la mafia, libérés de la mafia. Au bout, là-bas, au milieu, c'est moi qui ramasse les mauvaises herbes. J'ai d'ailleurs appris à mes dépens que l'agriculture, c'était très difficile et qu'il fallait faire très doucement. Sinon, on explosait au bout de quelques heures. Voilà, ça m'a servi de leçon. Tous ces jeunes viennent tous les étés
aider gratuitement à entretenir les terrains. Ici, nous sommes en Camargue. Tout ça entraîne une production donc agricole, de produits même un peu transformés, des taralis pour ceux qui connaissent, des gâteaux apéritifs, d'autres choses. Ce qui nous a permis d'être très forts. Par exemple, moi, j'allais à chaque fois sur les plateaux télé défendre l'antimafia avec du concret. C'est pas seulement les biens confisqués, etc., alors que les émissions m'auraient pas toujours laissé la possibilité de passer à un diaporama. Donc, je venais avec mes produits faits sur des terres confisquées à la mafia, l'huile d'olive, etc. Je n'étais pas toujours bien vu des animateurs qui détestent ça. Donc, parfois, je les prenais par surprise. Parfois, certains acceptaient. Mais ça a permis de faire connaître la cause au grand public. Il y a eu une expérience aussi très intéressante de 2012 à 2013 où on a pu faire de l'antimafia par le vent, c'est-à-dire que les Parisiens ont pu goûter ces produits en même temps que Flair organisait l'événementiel, c'est-à-dire des conférences sur le crime organisé, des documentaires, des débats. On est devenu très très fort à partir de cette date parce qu'on a eu la commission crime du Parlement européen. Vous vous souvenez qu'on avait fait le lobbying devant le Parlement européen avec avec le jeu Confiscopolis, qu'on avait été reçu par Jacques Barrot, et c'était dans les tuyaux des parlementaires européens, surtout italiens, de faire une grande commission du Parlement européen qui a très bien travaillé, qui a proposé une stratégie globale de lutte contre le crime organisé, la fraude, la corruption, et qui, je ne le cache pas, qui a demandé à ce que les pays européens confisquent, mais qui a demandé, c'est une recommandation, malheureusement, mais c'était déjà ça, on l'a arraché, qui a été contenue dans la directive sur le gel des avoirs criminels. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver maintenant devant les parlementaires et dire l'Europe nous propose, nous oblige de confisquer les biens et nous propose de les réutiliser à des fins sociales. Dans le même temps, on a commencé les premières opérations de ce que j'appelle de lobbying. Je me souviens que j'appartenais à un parti politique et que j'ai fait des contributions, j'ai sollicité les candidats aux élections présidentielles, on a donné des documents aux enfants des candidats à la primaire socialiste. Et ce qui deviendra notre vice-président, François Family, a commencé à emmener des personnes de l'économie sociale et solidaire dès 2013 pour se former sur les terres confisquées à la mafia. Dans le même temps, en France, était créée une agence de gestion des avoirs saisis et confisqués, mais quand la France commençait à confisquer les biens, à saisir, l'objectif c'était de les revendre, pas de les réutiliser. Alors, Flair continue son esprit de lobbying, quand il est invité par exemple à la commission violence, voilà, vous avez les produits qui ont été distribués aux hommes politiques, aux victimes de la mafia, etc. Et puis, le projet Flair est terminé, donc naît Crimalt en 2014, concomitamment, sans même qu'on se connaisse, et donc je peux dire grâce au monde de l'économie sociale et solidaire, donc ici Marcel Nisman, mais je voudrais citer aussi Emmanuel Verny, qui était président de la Chambre de l'ESS, et le député Marsac, un premier amendement, un premier article de loi est voté en 2016. Malheureusement, en janvier 2017, le Conseil constitutionnel rejette l'article « Usage social des biens confisqués », ainsi que tant d'autres, au motif du cavalier législatif. Donc c'est quand même un coup de massue terrible. Mais Crimalt ne désespère pas. Elle repart à l'assaut, elle fait des activités de plaidoyer militant ici devant l'appartement de Claude Guéant, expliquant que cet appartement d'une personne condamnée définitivement pour corruption, même si je vous le dis, en réalité, son appartement n'est pas saisi dans le cadre de sa première condamnation définitive pour corruption. Nous avons un peu triché ici à Crimalt, on le fait de temps en temps. Mais en tout cas, nous étions forts, puisque cette personne était condamnée définitivement pour corruption. On pouvait lui demander de rendre l'appartement et on aurait pu, on est passé dans le cache d'investigation. C'était quand même important pour le grand public de montrer qu'il y a des biens confisqués en France. Alors, à un moment, on a changé d'échelle. On a répondu à des projets européens. Et l'objectif, c'était de fédérer beaucoup plus de personnes pour que l'histoire du cavalier législatif ne se reproduise pas. Et c'est là qu'on a associé des grandes associations, fondations comme Terre de Liens, qui a beaucoup aidé Crimalt, Anticorps, qui s'est impliqué plus, le monde du logement entre en scène, le Haut Comité au logement des personnes défavorisées nous a beaucoup soutenu, la FAPIL, une association de logement intercalaire, ça nous a permis de comprendre à quel point le logement pouvait être central dans ces questions. Et donc,
nous arrivons ici en Italie, un groupe de 20 personnes pour se former, y compris aussi grâce à d'autres partenaires, à Franco de Bruxelles, peut-être Marcel en parlera. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre en Italie que les maisons sont confisquées, elles peuvent être dans un état délabrement, même si ça ne se voit pas trop ici, je veux dire la façade, mais à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, c'est un centre culturel avec des activités pour les jeunes. En Italie, on confisque sur ce terrain, on est allé voir ce terrain confisqué à celui que j'appelle le plus mafieux, le plus français des mafieux italiens, peu importe. Ici, la mafia a perdu, c'est ce qui est écrit. Ici, on fabrique de la mozzarella. Encore une fois, avec des gens qui payent des impôts, qui ont des cotisations sociales, qui peuvent faire un emprunt. Tout ceci nous a été expliqué sur place. L'année d'après, on est parti en Calabre. Donc, c'est les mêmes photos que je vous ai montrées à Agricole. Mais ici, regardez comme ce bâtiment qui a été saisi au plan de la mafia calabraise de la zone, où il y a eu à un moment des activités de logement, mais pas seulement en salle de mariage. Ça a même été loué au ministère de l'Éducation nationale qui pouvait y faire des formations. La mafia louait, mettait à disposition de l'Éducation nationale pour faire des formations. Ça a été saisi, tout a été rénové. Et aujourd'hui, on a une auberge de jeunesse. Ça aurait pu être du logement pour personnes défavorisées. Mais aujourd'hui, c'est une auberge de jeunesse où nous avons dormi pour notre formation, avec aussi un centre de soins ambulatoires et un centre aéré. Et c'est là qu'on découvre le changement de mentalité, puisqu'on découvre que des mamans qui sont liées à la mafia, dont le mari est mafieux ou le frère est mafieux, apportent leurs enfants au centre aéré dans le bien confisqué et demandent aux éducateurs de s'occuper de leurs enfants pour que leurs enfants ne fassent pas la même vie que leur père ou leurs frères qui sont morts en prison à vie ou en cavale. C'est-à-dire que là, on découvre concrètement que l'usage social des biens confisqués a un impact sur la mentalité des citoyens et que ça change le rapport culturel à la mafia, ça enlève des complices à la mafia. Alors, nous avons visité d'autres biens, je serai rapide, on pourra y revenir. Un mot sur enfin l'usage social des biens confisqués dans la loi française. Il se trouve que d'autres personnes ont continué à œuvrer et qu'en 2019, une proposition de loi de financement des associations de la députée Lahiri, avec notre article, est votée à l'unanimité par 3 fois, hein, Assemblée nationale, Sénat, re-Assemblée nationale. Il ne manquait plus qu'un vote conforme et tout est interrompu à cause de la crise sanitaire. Donc, en janvier 2021, cette loi n'est toujours pas définitivement votée. Le risque de perdre la loi, avec les élections présidentielles qui approchent, est assez grand. Donc, à Crimalt, on est toujours traumatisé par 2017, le Conseil constitutionnel. Donc, nous avons pris soin de contacter le sénateur Alain Richard, qui a pris l'article de la loi, qui l'a mis dans une autre proposition de loi sur la justice, mais qui avait la grande écoute et bienveillance du ministère de la Justice. Et cette loi est votée le 1er avril et promulguée. Donc, on a un alignement des planètes en 2021 parce qu'on a une société civile beaucoup plus proactive avec des associations, des fondations, des collectifs anti-mafia qui sont créés en force. Toutes ces personnes ont demandé à leurs députés que cette loi soit votée. Donc, en plus des parlementaires disponibles, il faut le reconnaître, hein, on a un ministre de la Justice totalement favorable à ce dispositif, qu'on a même fait plus que ce qu'on lui demandait. On a une agence des biens confisqués publiquement pour, alors que jusqu'ici elle ne se prononçait pas, notamment par le biais de son nouveau président. Et on a un décret d'application pris au mois de novembre pour les 10 ans de l'agence de gestion des avoirs saisis confisqués. On a un premier exemple concret, puisqu'à Paris, en 2021, un appartement confisqué à un mafieux italien a été mis à disposition d'une association de lutte contre la traite des êtres humains. Donc, il s'agit de l'association d'UNI. Et il y a un article du Monde très intéressant qui a été publié à ce sujet. Donc, on a déjà un exemple de usage concret. Alors, je voulais juste vous parler du projet Coeso, qui est à cheval sur les activités de plaidoyer et le vote de la loi entre 2018 et 2022, pardon. Donc, en 2018, le média Café Babel Magazine, il se trouve que le vice-président de Crimalt est directeur de Café Babel, hein, tout ça reste donc entre complices, et Crimalt développe un projet européen de recherche sous la direction de l'École des hautes études des sciences sociales, afin d'étudier l'usage social des biens confisqués pendant 1 an. Donc, le projet est accepté en 2020, il se déroule en ce moment, entre 2021 et 2022, et en exclusivité pour Solidarité Nouvelle pour le logement,
Je vous donnerai les retours du second terrain que j'ai fait à Gênes au mois de début novembre, c'est le mois de novembre, début novembre. Donc, on est allé interviewer tous les acteurs de terrain de l'usage social des biens confisqués dans une ville de Gênes qui est différente, qui est au nord de l'Italie, qui est plus riche, qui est sur les mêmes latitudes que la France, donc qui pourrait ressembler un peu plus à ce qu'on prend en France. Une ville qui n'a longtemps pas voulu reconnaître l'existence de la mafia. C'est extrêmement récemment, dans une décision de justice, que ça a été reconnu. Et en plus, une ville où il y a beaucoup d'appartements confisqués, parce que pour ceux qui connaissent la ville, ce sont de tout petits appartements, très difficiles d'accès, bref. Et aujourd'hui, depuis peu, ces appartements sont mis à disposition de structures de logement, exactement sur le modèle de solidarité nouvelle pour le logement, même si en Italie, l'Église n'est jamais loin du social housing. Il n'y a pas que l'Église, mais en l'occurrence, l'Église est très présente. Et donc, vous avez une vingtaine d'appartements qui ont été mis à disposition d'un public très fragile. Nous n'avons pas pu visiter ces appartements pour des questions de vie privée, surtout vis-à-vis du public. C'est parfois dans des quartiers difficiles, avec de la prostitution, etc. Mais ce que j'ai retenu des interviews que j'ai faites, c'est lorsque les opérateurs, moi je ne suis pas un spécialiste du logement, hein, pas du tout, lorsque les opérateurs du social housing à Gênes nous ont dit, nous, l'usage social des biens confisqués a permis l'individualisation de l'accès au logement. Et pour nous, c'est capital. C'est-à-dire qu'avant, ces personnes-là dormaient dans des dortoirs. Il n'y avait pas de structure prévue en Italie, à Gênes, pour un parcours d'accompagnement individualisé pour le logement. Je peux vous dire que j'ai reçu une formation accélérée, et c'est donc pas à vous que je vais apprendre l'importance de l'individualisation. Mais donc, cette loi, qui n'était pas prévue à l'origine pour faire du logement individualisé, c'est un cercle vertueux qui permet parfois à d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire d'avoir des opportunités. Alors, on m'a demandé de tenir 20 minutes. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples en France par des photos de biens qui ont déjà été confisqués, qui auraient pu devenir de l'usage social des biens confisqués. Et je préfère laisser la place au débat et éventuellement vous montrer les photos dans le débat, au cours du débat, sachant que le vrai problème pour Trimal, c'est qu'aujourd'hui, l'agence de gestion des avoirs saisis et confisqués ne communique très très peu ou communiquer très très peu sur les biens qu'elle a dans son portefeuille. Je ne voudrais pas relancer sur le fait qu'une étude avait été demandée par le secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, qu'il avait été confiée à des associations du logement, mais que pour des raisons de confidentialité, nous n'arrivons pas à avoir accès à ce rapport, toujours 4 ans après. C'est l'esprit français de l'accès aux documents qui est vraiment incroyable. Toujours est-il que même si parfois l'agence communique, notamment pour ces 10 ans, je vous invite éventuellement à aller voir son rapport pour ces 10 ans où elle a montré un peu plus de photos, de biens qui étaient disponibles, avec quelques biens de marchands de sommeil, mais pas beaucoup. Le problème pour moi, c'est que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui les biens qui sont confisqués et qui pourraient vous intéresser parce qu'on n'a pas accès à ce patrimoine visuel de la part de l'agence. Mais dans le cadre du débat, je pourrais vous montrer ce qui parfois a déjà été confisqué et qui aurait pu nous profiter si la loi avait existé bien avant. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. J'avais une première question de François sur la pérennité justement de ce qui se passe en Italie. Donc, est-ce qu'il y a des biens confisqués qui auraient pu être repris par leurs anciens propriétaires, ou est-ce que justement on arrive à avoir une pérennité dans la transformation des logements en biens bénéficiant à l'ensemble de la société? Alors, il y a peut-être 2 questions dans cette question. Le danger de voir réutiliser les biens, pour ce qui concerne des biens immeubles, n'existe pas, puisque les biens ne peuvent pas être revendus. Mais pour être très clair, la loi de confiscation, je passe les détails, qui est une confiscation exceptionnelle, unique au monde, extrêmement, bref, qui permet de confisquer des milliards d'avoirs, et Crimalt milite pour cette confiscation. Nous ne l'avons pas en France. En France, nous avons une confiscation pénale. Il faut attendre que la personne soit condamnée définitivement pénalement pour que le bien qui est lié à l'infraction puisse être définitivement confisqué. Ça se tient du point de vue de la présomption d'innocence, mais on pourrait faire autrement. Bref. Donc, en Italie, on avait commencé à revendre les biens.
Et d'ailleurs, parfois, en ce qui concerne les biens meubles, voitures, yachts, etc., lorsqu'ils sont revendus, oui, il y a eu des cas de rachat par les anciens propriétaires, en réalité pas par l'achat de l'ancien propriétaire, par des prête-noms. Et encore en Calabre aujourd'hui, sur des projets un peu limites, j'ai ouï dire qu'il y avait des pressions très fortes pour racheter certains biens. Je vous dis ça parce qu'il y a parfois des exceptions, il y a des biens qui sont dans des états de tellement dégradés, tellement dangereux que certains sont détruits. Parfois même, ils sont détruits et le terrain est revendu. C'est vraiment rare, mais ça existe. Oui, le danger est fort que l'ancien propriétaire rachète son logement. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais dans le Val d'Oise, un bien a été saisi à je ne sais pas qui, parce que je vous rappelle qu'on ne peut rien savoir en France, ni le bien, ni à quelle affaire, etc. Mais il se trouve qu'une journaliste de France 3, Corse, était venue faire un reportage. Elle vient regarder la vente aux enchères à la bougie aux enchères à Paris. Et comme par hasard, on se demande qui a pu la mettre sur la piste, on voit la vente de la maison du Val d'Oise en question, à Herblay, pour citer la ville. J'habite pas loin, hein, je n'ai rien contre Herblay. Il se trouve que quand j'ai vu les personnes qui ont racheté la maison, je ne peux pas en dire plus, hein, sous vraiment des risques, pas de diffamation, parce que je ne cite pas de nom, mais ça peut être très mal pris. Quand j'ai vu les personnes qui avaient racheté, j'avais des gros doutes sur qui avait racheté ce bien. À telle enseigne que j'ai réussi à trouver cette maison et qu'il y a une décoration extrêmement particulière, on va dire pour le moins culturelle, pour ne pas dire communautaire, et qu'elle n'a absolument pas changé depuis que la maison a été confisquée et revendue. Vraiment, je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas policier, vous voyez là où s'arrête notre rôle de citoyen, mais il y a un vrai risque. Alors par contre, le directeur de l'agence des biens confisqués en France, qui a beaucoup de réparties, nous dit « Oui, mais non, mais ça en France, ils n'ont pas intérêt à le faire parce que je pourrais les poursuivre pour blanchiment, etc. » Très bien. Donc, il n'y a pas de possibilité de rachat, mais il y a des pressions en Italie. Par contre, quand vous parlez de suivi, le vrai problème, c'est qu'il y a énormément de biens confisqués en Italie et que beaucoup ne sont pas réutilisés. Car vous avez eu une crise de croissance, une agence a été créée par le gouvernement Berlusconi en 2010, mais ne lui a donné aucun moyen d'agir, donc il a fallu rattraper le retard ces 5 dernières années. Vous avez le rôle central des collectivités territoriales en Italie, puisque les biens sont reversés au patrimoine inaliénable des collectivités territoriales. Et qu'est-ce qui se passe? De très grandes égalités territoriales en Italie entre le sud et le nord. Pour ceux qui ont été en formation, Marcel Huxman, à Casal di Principe, 22 000 habitants, apprendre qu'à Casal di Principe, il y a 70 personnes pour faire tourner la commune, pour 22 000 habitants, 70 fonctionnaires de la territoriale pour faire fonctionner une collectivité territoriale de 22 000 habitants. Vous m'étonnez que les déchets ne sont pas ramassés. Vous m'étonnez. À Deuil-la-Barre, où j'ai été élu, il y avait 520 fonctionnaires territoriaux pour faire tourner 22 000 personnes. Et même s'il y a 200 animateurs pour les centres aérés, dans les 520, vous avez encore 300. Donc, vous avez des communes qui n'ont pas les moyens d'utiliser les biens confisqués. Vous avez des biens qui ont dépéri, il faut absolument demander des financements pour les restructurer. Vous avez des maires qui ne jouent pas le jeu, par fainéantise, par complicité. C'est d'ailleurs ce que je regrette dans la loi française. Moi, je pense qu'il fallait pouvoir redistribuer dans le patrimoine inaliénable des communes ces biens confisqués, car il faut impliquer les collectivités territoriales dans la gestion des biens confisqués. Ça pourrait permettre sur certains territoires, par exemple du sud de la France, ou en Seine-Saint-Denis, ou dans certaines banlieues, que le maire s'implique réellement, qu'il choisisse son camp. Là, malheureusement, tout va être géré par l'agence, qui est un autre débat. Justement, alors sur les biens qui sont en France, donc j'ai une question qui porte sur la typologie de ces biens. Quel est le type de logement que l'on... Enfin, est-ce que c'est du logement, des usines, plus de la terre? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'on a une visibilité là-dessus? Oui, il y a des statistiques parce que l'Agrasc produit un rapport tous les 2-3 ans qui est public,
qui est un peu juridique quand même. Hein. On voit que ce sont des magistrats, etc. Ça manquait beaucoup de pédagogie, mais ils ont recruté un chargé de formation et de communication pendant 2 ans. Et donc, le dernier rapport 2020 est un peu plus analytique, un peu plus... voilà. Vous avez bien sûr les biens immeubles, mais encore une fois, les biens meubles, mais encore une fois, l'argent, on le garde, les assurances vie, voilà, les bateaux, on les revend, hein, parce que on peut pas faire du gardiennage, et les voitures, on peut les donner à la police. Très bien. Sinon, vous avez bien sûr les biens immeubles, il y a de tout. Vous vouliez peut-être quelques photos. Après tout, elles sont là. Même si, dans le cadre du plaidoyer de Climalt, je choisis en général des biens visuellement, comment dire, très attrayants. Excusez-moi, j'ai pas mal de diapos. J'arrive. En France, on saisit des villas comme celle du Cap d'Antibes. C'est une vieille confiscation. À l'époque, la France ne voulait pas procéder à la confiscation, mais c'est une villa. Alors, cette villa, malheureusement, a été revendue. Donc, vous avez à droite la photo Google Earth et à gauche la photo que j'ai prise sur place. Bon, de là à vous dire que quand j'ai tendu l'oreille, j'ai entendu des enfants jouer dans une piscine et que j'ai entendu parler russe et qu'il y avait une grosse Mercedes immatriculée en Allemagne dans la villa Chrysafouli. Villa Chrysafouli, c'était le mafieux italien à qui on a saisi cette villa. Donc, voilà le type de biens qu'on peut saisir en France qui ont été revendus. Alors, voici la maison du milliardaire russe qui avait été saisie au Cap d'Antibes. Malheureusement, nous ne ferons pas les universités d'été de solidarité nouvelle pour le logement dans cette maison, car en réalité, elle n'a pas été confisquée. C'est tout le problème de la confiscation française. Vous avez des maisons qui sont confisquées au crime organisé classique. Je suis allé sur place, je n'ai jamais réussi à trouver la maison en question, je n'avais pas l'adresse, c'était à mon avis dans un lotissement. Elle a été saisie à un honnête producteur d'huile d'olive, condamné de manière définitive dans l'affaire du cercle Wagram. Bon, en réalité, on n'a pas non plus confisqué cette maison, elle appartient pour moitié à sa compagne. On devait saisir le café La Belle Époque, mais à Aix-en-Provence, sur le cours Mirabeau, mais le propriétaire est décédé. Pour tout vous dire, en Italie, on a fait en sorte que le propriétaire, même le mafieux, lorsqu'il décède, les héritiers n'héritent pas du bien. Vous allez voir jusqu'où on peut. Vous avez des confiscations, mais ont-elles été au bout, je ne sais pas, du crime organisé marseillais? Ici, ça abritait des sociétés de, si je me souviens bien, de gardiennage, de sécurité, et aussi le siège d'une société de bâtiments et travaux publics qui obtenait des marchés publics de la part du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Mais bon, si peu. Je regrette que la maison du ministre des Finances, qui a été condamné pour évasion fiscale, ne soit pas l'objet d'une confiscation définitive et qu'on puisse y mettre une association ou d'un centre de formation, etc. Vous avez le moulin de Giverny, qu'on n'a toujours pas réussi à confisquer, mais les magistrats en remettent une couche, ils vont peut-être y arriver. Mais je vois bien un centre pour jeunes délinquants ici. Vous avez des biens qui sont moins intéressants, mais qui rentrent plus dans la typologie du social housing. Ici, à Montigny-les-Cormeilles, c'est pas un super appartement, mais voilà, il y a de quoi faire pour être très précis. Le vendeur de cocaïne avait acheté l'appartement avec sa copine. Sa copine a été totalement blanchie. On lui a donné sa part, mais l'ensemble du bien a été confisqué. Voilà, qui pourrait faire un logement. Donc, vous avez des terres agricoles. Oui. Rapidement, s'il y a vente, du coup, l'argent, comment est utilisé l'argent? Alors, l'État français récupère l'argent, hein, c'est son obsession, enfin, vous savez, c'est le ministère des Finances, mais il y a 5 exceptions avant l'usage social des biens confisqués. Il y a la possibilité, grâce à cet argent, environ 300 millions d'euros confisqués définitivement depuis que l'agence existe, en gros depuis 2011, d'indemniser les victimes.
alimenter le fonds de la mission interministérielle de prévention des luttes contre les toxicomanies, les addictions, maintenant ça s'appelle l'IDK. Vous avez la possibilité à l'époque de donner de l'argent pour des projets à des associations qui luttent contre la traite des êtres humains. Vous avez la possibilité depuis 2014 d'alimenter le fonds de ce qu'on appelle les coopérateurs de justice, si vous préférez les repentis, c'est-à-dire comment on paye une maison, des policiers, des extras pour qu'on puisse protéger un gangster professionnel qui va témoigner contre ses anciens complices. Ça fait 4. Je crois qu'il y en avait une 5e. Si je me trompe, la 5e, c'est l'usage social des biens confisqués maintenant, mais ce ne sera donc pas de l'argent, ce seront des biens qui seront mis à disposition d'associations, de structures comme la vôtre. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention. Je crois que Marcel Lipsman voulait rajouter quelque chose. Il me semble. Non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, je ne voudrais pas ajouter grand-chose à l'exposé très complet qu'a fait Fabrice Risoli et qui a le grand mérite de vous donner une image concrète de ce qu'on peut faire des biens confisqués en s'inspirant de l'exemple italien. Bien entendu, la situation française n'est pas strictement comparable, le mode d'action non plus, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que après des efforts longs et Fabrice Risoli, qui a une antériorité dans ce domaine, le sait bien, nous avons réussi à obtenir quand même une disposition donc, qui porte sur les immeubles. Nous avons un décret et maintenant nous sommes à un point crucial qui est celui de mettre réellement en œuvre ces dispositions. Et le décret est assez complet. Certains d'entre vous en connaissent le contenu. Il présente un certain nombre de lacunes. Et en particulier, je dois dire qu'il est très, très contrôlé, dans ce sens où les biens confisqués seront l'autorisation de confiscation et appartient en définitive au ministère de la Justice et à celui des Finances, qui sont tous les deux les ministères de tutelle de l'agence qui gère les biens confisqués. Et donc nous sommes à l'heure actuelle, les services des ministères concernés, essentiellement la vie associative et donc Sarah El Amri et le ministère de la Justice sont en train de concocter ce qui peut être ce qui seront les éléments d'abord de promotion du dispositif, le faire connaître des associations et du milieu intéressé. Et ce qui est crucial, c'est que l'ensemble des dispositions existantes permettent de développer des opérations. Et le plus tôt nous aurons des opérations concrètes qui seront réalisées, et évidemment le mieux ce sera, puisque ça donnera un premier élan qui pourra ensuite enclencher la machine. Mais pour cela, et Fabrice Risoli a eu tout à fait raison d'insister sur l'importance de la société civile et en l'occurrence des associations concernées, il faut absolument maintenant qu'elles se mobilisent pour obtenir dans des délais qui ne soient pas
trop long, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, et vous savez que l'agenda politique est très chargé, d'obtenir que le dispositif se mette en place. Et il se mettra en place, l'administration en général prend quand même son temps, et il se mettra en place que si on sent qu'il y a une véritable utilisation pour l'obtenir. Donc, je termine mon intervention, si vous voulez, c'est un appel à se mobiliser, à manifester l'intérêt pour ce dispositif auprès des administrations concernées, auprès du ministre de la Justice, auprès de celui qui gère le domaine associatif, auprès du ministère des Finances également, pour qu'ils sentent qu'il y a un véritable mouvement, il y a une pression qui permettra de mettre ce dispositif en place. Parce que quand on met un dispositif nouveau en place, on se demande, les administrations se demandent toujours, mais qui est-ce que ça intéresse réellement? Et donc, je vous invite à manifester de la façon la plus forte possible auprès de vos interlocuteurs ministériels ou autres, votre intérêt pour la chose, et ça contribuera, j'en suis sûr, à ce que dans des délais raisonnables, ce dispositif commence à fonctionner. Et une fois qu'il fonctionnera, la machine sera lancée et alors on peut espérer obtenir véritablement des résultats significatifs.